Bonjour, bienvenue pour ce deuxième jour des MIAI Days. Donc, je suis Philippe Viexorek, j'ai repris la direction il y a une petite dizaine de mois du cluster MIAI. Après la belle journée d'hier qui était longue, fatigante, mais très intéressante sur plutôt la science et puis la formation initiale et avec un spectacle assez inspirant hier soir. Aujourd'hui, on se concentre principalement sur... alors j'avais presque envie de dire des relations industrie-recherche, parce qu'on va parler beaucoup d'innovation et je vais passer dans 2 minutes la parole à Manel sur ces sujets-là. Et puis ce sera suivi effectivement d'un échange sur il y aura une magnifique table ronde sur la formation continue. Donc très en direction des industries et des entreprises du coup. Je ne vais pas parler plus longtemps. Manel, si tu veux prendre la suite. Merci beaucoup Philippe. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Manel Boumegoura. Je suis directrice de pôle à la SATT Nixium, la société de transfert technologie. Et en tant que telle, on est membre du bureau innovation de MIAI. Et donc, pour cette deuxième journée, cette matinée, en tout cas, elle sera dédiée 100% à l'innovation. Donc, on aura un premier temps, rapidement quand même, on va vous rappeler les missions du Bureau Innovation, sa composition et ses réalisations. Et ensuite, on va très très vite passer à un temps qui sera dédié aux chaires POC, aux chaires industrielles, un temps qui sera dédié aux startups qui ont été labellisées. On va vous en parler, ce qu'est le label MIAI qui a été attribué à des startups du site et des sites du cluster MIAI. Et puis, on finira la matinée par une table ronde qu'on espère très riche et très intéressante autour de l'intégration de l'IA au sein des entreprises et au sein de nos pratiques et de notre vie de tous les jours. Donc, le bureau innovation du MIAI Cluster est constitué de l'ensemble des acteurs de l'innovation du site de Grenoble, de Clermont-Ferrand et de l'USMB. Quand on parle d'acteurs d'innovation, c'est les filiales de valorisation et de transfert. Donc, je vais les nommer. Pour ce qui est de Grenoble, Floralis UGA, la filiale de valorisation et de partenariat industriel, Grenoble INP Entreprises. Et nous avons le service de valorisation et de partenariat de l'USMB et de Clermont-Ferrand qui était représenté. Le CEA est représenté également parce qu'il y a le programme Magellan d'accompagnement de start-up, l'INRIA pour le programme INRIA Startup Studio, Grenoble École de Management parce qu'il y a aussi un Cubagem et comme je vous l'ai dit, la SATT Nixium qui est la SAT du site Grenoble-Alpes et qui accompagne la création d'entreprises et les commercialisations de licences. Nous travaillons au sein du cluster pour promouvoir des actions autour de l'innovation de l'IA et la dissémination de l'IA. Et puis depuis cette année, on a des actions de soutien à l'innovation avec un budget qui a été alloué au bureau pour financer des chaires POC et des chaires industrielles. Slide suivante, s'il vous plaît. Il n'y a pas de zapette. Voilà. Donc, parmi les grandes réalisations, en tout cas, pour le soutien, tel que je vous ai dit, à l'innovation et à la recherche, nous avons financé cette année des chaires industrielles et des chaires POC. Pour ce qui est des chaires POC Proof of Concept, ce sont des chaires qui permettent à des projets en innovation de monter en TRL. Donc, on finance le projet pour qu'il puisse démontrer, en tout cas, ou développer un démonstrateur en vue d'un transfert technologique vers un industriel ou le développement d'une collaboration, ou bien la création d'une start-up. À l'issue de la chaire POC, le projet est tout de suite connecté avec des programmes ad hoc d'accompagnement en vue de création de start-up, ou bien les services de valorisation ou les filiales pour réaliser un transfert. Les chaires industrielles, quant à elles, embarquent 1 jusqu'à 3 partenaires industriels avec un financement, vous verrez tout à l'heure, minimal apporté par le partenaire industriel. L'idée, c'est de booster les collaborations. C'est quand même un des objectifs majeurs du MIAI, au-delà de la recherche et de la formation, c'est aussi soutenir ce transfert et cette collaboration avec le tissu privé industriel. L'autre réalisation, je te remercie. C'est là.
Donc l'autre axe réalisé, c'est autour des synergies industrie et recherche. Et donc là, il y a des rencontres, tout à l'heure Marie-Astrid vous en parlera, il y a des séries de meet-up, toujours dans la même dynamique, de booster les interactions, le réseautage entre le tissu industriel et la recherche académique. Nous travaillons aussi à la mise en relation très ciblée entre l'industriel et la recherche. Donc vous savez très bien que nous avons ce qu'on appelle les MIAI meetings. Et donc des fois, un industriel vient chercher une solution, veut lever un verrou technologique. On est en mesure de le mettre en contact avec le bon laboratoire, la bonne équipe de recherche. On s'appuie sur ça, pour cela, avec le bureau, sur le bureau scientifique, qui est aussi le deuxième bureau qui coordonne le MIAI et qui va nous aider à trouver la bonne équipe pour la mettre en relation avec le bon industriel. Et donc, voilà. Et pour ce qui est du MIAI Meeting, donc on invite généralement les partenaires privés industriels à y participer pour forcer aussi le réseautage. C'est arrivé aussi que le MIAI Meeting soit teinté innovation, c'est-à-dire que la start-up ou bien l'industriel ou bien le chercheur va présenter son développement et ses besoins pour pouvoir créer la synergie entre les acteurs. Voilà. Et pour ce qui est de nos actions de dissémination et de la promotion de l'IA, donc ça, c'est depuis le lancement de MIAI. On a, initialement, c'était d'ailleurs Philippe qui avait lancé l'initiative, des webinaires qui sont très ouverts, hein, très vulgarisés, c'est-à-dire même si on n'est pas spécialiste de l'IA, on arrive à les suivre et ils sont mensuels. On vous invite vraiment à suivre le planning sur le site du MIAI. Donc ces webinaires-là, à l'occasion de ces webinaires, on invite des fois des chercheurs, très souvent des industriels et des startups sur l'IA et ses applications. L'objectif, c'est de promouvoir tout ce qui se passe en termes de développement sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est gratuit. Et c'est mensuel. Et quant à la labellisation des startups, donc on s'était dit, Grenoble et tout le sillon alpin en fait est très riche en termes d'innovation et de création de start-up. C'est des start-up qui sortent de nos laboratoires de recherche. L'idée, c'est quand même de continuer à les soutenir, à les encourager, à ressourcer le labo dont elles sont issues. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de les aider à minima avec une mise en lumière. C'est un label qui leur donne accès au réseau du MIAI, qui leur donne accès au réseau académique, mais aussi privé et industriel, et en fait une communication autour de ces startups-là. Voilà. Donc pour ce qui est d'un point de vue technique, c'est très opérationnel, je dirais. L'appel à Sherpoc, tel que je vous ai dit, ça permet de faire monter en TRL la maturation technologique des projets. Donc on finance, le budget alloué est de 215 cas maximum sur 24 mois. Le calendrier, c'est qu'on a 2 calls par an. Donc, la prochaine vague, ça sera à l'automne 2026. Et la sélection se fera en 2027. Donc, n'hésitez pas, pareil, à aller voir dans la section des appels à projets du site web pour avoir l'information. De toutes les manières, on va relayer à toute la communauté l'information au sujet de ces appels à chaire. Quant à la chaire industrielle, telle que je vous ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de renforcer la collaboration et la recherche avec un partenaire, voire 3 industriels. L'industriel a un apport minimal de 85 cas à apporter au numéraire. Donc voilà. Et par contre, la candidature est au fil de l'eau. Là, on va revenir sur la première vague de sélection, pour le premier appel à projet Sherpoc. Donc cette année, on était plutôt ravis puisque c'est une première. On a reçu 12 candidatures, donc pour Grenoble, Clermont-Ferrand et UASMB. On les a et on en a retenu 5 dossiers. On a été assez en regardant sur la propriété intellectuelle pour la sélection de ces projets, le potentiel à en générer, le potentiel du projet à être valorisé, à être transférable. Et puis aussi, on a veillé à ce que les axes de recherche du MIAI soient toutes, en tout cas, représentées et ne pas être focusées, parce qu'on a eu beaucoup de projets sur la filière santé, mais on a essayé, en tout cas, dans les classements et dans les allocations des budgets, de respecter, en tout cas, de financer un maximum d'axes. Et je vais passer maintenant la parole à Marie-Astrid pour présenter les chaires industrielles.
ou les chaises industrielles. Petite blague à part pour ceux qui étaient là à la conférence théâtralisée. Voilà, bon, les chairs industrielles. Donc on en a sélectionné 3 en 2025-2026. Ils se présenteront tout à l'heure, donc je vous présente brièvement. Donc une première chaire Augmentia portée par Didier Schwab, donc centrée sur le cœur IA. Helios, portée par Alain Tchana et Nicolas Vuillerme, sur santé et bien-être, et celle de Sébastien Salva, Reliable and Confident Use of LLMs. Bon, j'en dis pas plus parce qu'ils vont vous présenter toutes leurs applications tout à l'heure. Et donc oui, pour préciser, donc MIAI a abondé pour chacune des chaires donc de 85 000 €. Et un petit rappel, un événement qui arrive très vite, donc mardi 16 juin. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est la deuxième version, on en avait fait une en septembre dernier, donc un meet-up, un speed dating qui permet le format, donc on fait rencontrer entreprises, institutions et chercheurs, 4 rendez-vous de 20 minutes pour croiser en fait les besoins. Donc si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins en compétences techniques, en IA, vous cherchez de la matière grise, ou si vous êtes chercheur et vous cherchez à déployer, à mettre en application vos sujets de recherche, ou vous êtes institution ou collectivité territoriale et vous cherchez à déployer un projet en IA, eh bien, vous êtes les bienvenus. Donc c'est un événement, une rencontre qui vous permettra de mettre en œuvre tout cela. Nous, on est là pour récolter vos besoins, les connecter avec ceux des autres, et faire en sorte que du coup vos besoins se croisent et répondre à vos enjeux. Donc c'est 10h30 à 14h et donc les inscriptions c'est jusqu'à mercredi prochain. Donc inscrivez-vous vite, comme ça on pourra réaliser les croisements de besoins de manière fine. Voilà, donc c'est tout bientôt. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir à la pause. Voilà. Et maintenant, j'invite les porteurs de chair peut-être à vous rapprocher, comme ça on pourra fluidifier les présentations. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter, Manel et moi, si vous avez des questions sur les collaborations ou autres activités du bureau. Merci. Donc maintenant, je vais appeler la première chaire à se présenter. Pardon. Oui. Bonjour. Alors, ça c'est bon. C'est ça. Alors bonjour à tous. Alors moi je suis Emanuele Dalsasso, je suis chargé de recherche dans l'équipe TOT à INRIA. Et donc là, avec Vincent, on va vous présenter notre cher proof of concept qui s'appelle Edge Reason, donc Enabling Distillated Agentic Edge Reasoning. Je voulais commencer par vous donner un petit peu le contexte de notre équipe à INRIA. Alors, les personnes qui seront impliquées dans cette chaire, donc c'est moi qui suis le porteur de la chaire, et donc je suis effectivement chargé de recherche depuis le mois de décembre dans l'équipe TOT. Et puis, il y a Jocelyn Chanoukso, qui est également membre permanent de l'équipe TOT et qui est directeur de recherche. On s'intéresse, donc dans l'équipe TOT, on s'intéresse au machine learning au sens large. Et donc moi, avec Jocelyn, on s'intéresse de manière plus ciblée au traitement des données de télédétection, avec des méthodes d'intelligence artificielle et en lien avec des applications environnementales. Cette chaire va justement tomber dans l'intersection entre ces 3 grosses thématiques. Nos 3 axes de recherche principaux dans l'équipe, alors c'est l'apprentissage des représentations pour des données de télédétection et d'observation de la Terre. C'est l'utilisation donc de ces données
pour des applications environnementales. Et enfin, il y a un nouvel axe qu'on commence à explorer, qui est plus récent, qui est justement l'IA frugale et l'IA embarquée. Alors, dans ce contexte, on a eu un projet européen qui va commencer là au mois de juin, qui consiste en fait à embarquer un modèle d'IA sur des satellites pour la détection de catastrophes naturelles. Et puis, du coup, ce projet-là va complémenter la chaire POC que Vincent va vous présenter plus en détail. Donc, je te laisse la parole. Merci. Avant de passer sur le prochain slide, peut-être 2 mots. Donc, je m'appelle Vincent Huard, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Mountain. On est basé à Grenoble, ça ne s'invente pas. Ça permet de décrire d'où on vient et ce qu'on fait, puisqu'on fait de l'AI. Cette société s'est montée sur l'idée de pouvoir vraiment casser les barrières qui freinent l'adoption de l'IA embarquée, parce que si on veut faire de l'IA, on va dire, responsable, le meilleur moyen, c'est de l'embarquer pour que ça consomme le moins possible, avec deux niveaux de shift. Un premier niveau où on arrête de faire de la computer vision et des modèles autour de l'audio, des time series sur des gros microprocesseurs qui consomment plusieurs watts, et on les amène sur des microcontrôleurs qui consomment quelques milliwatts à centaines de milliwatts. Donc ça, c'est un projet qu'on vous avait présenté l'année dernière au MIAI Days et qui est devenu une réalité, qui s'appelle donc l'IBEX, en français le bouquetin. Et donc aujourd'hui, on est en train de finaliser le produit et on prévoit des déploiements à l'automne, notamment au Canada, pour la prévention de feu en lien avec ce qu'on dit. Donc aujourd'hui, on est capable de déployer des modèles que nos clients aujourd'hui opèrent dans le cloud sur des microcontrôleurs avec une seule ligne d'export, et ça fonctionne de manière autonome en énergie. Donc on est sur des analyses de cycle de vie qui nous amènent à 99% de réduction d'émissions de CO2 pour faire la même fonctionnalité, et ça fonctionne de partout. Donc ça, c'est déjà une réalité. On a des cas d'usage sur la protection de routes secondaires, les départs de feu et par exemple, les stations de sport d'hiver, ce genre de cas d'usage, quoi. Donc là, la question maintenant, c'était comment on allait plus loin, et donc on a concouru au concours de Sherpork avec l'INRIA, parce que vous le voyez, on va avoir des capteurs au sol. On prend le cas du feu, il y a des capteurs au sol. On veut faire des choses dans le satellite, il y a des choses dans d'autres éléments. Le réseau devient distribué. Et la question, c'est comment on distribue les agents IA sur des réseaux avec des connectivités diverses et avec des objets qui ont des systèmes d'opération diverses, des hardware qui sont diverses. Ce point-là donc est intéressant pour ce cas d'étude des environnements, mais c'est aussi intéressant pour nous en termes de valorisation, parce que c'est déjà ce qui va se passer dans le monde même du consumer. Aujourd'hui, si vous prenez le monde du consumer, la vraie vie, tout se passe autour de votre smartphone, à tel point qu'on a même créé d'autres objets qui vont autour, des smartwatches avec lesquels vous pouvez communiquer et tout ça. D'ici 6 à 12 mois, ce qu'on voit, je rentre de Californie, c'est que le centre de la vie, ce n'est pas le smartphone, ça veut dire l'agent. Et il y a déjà des téléphones, ByteDance a sorti un téléphone il y a 6 mois. Vous parlez au téléphone, vous interagissez grâce à l'IA, et l'agent se débrouille pour créer l'application qui va bien et le distribue sur vos objets. Ça, c'est déjà une réalité pour les Chinois. Ça commence à être une réalité en Californie. Ce sera bientôt une réalité pour nous. Donc l'avenir de l'IA, c'est de plus être dans des data centers qui consomment trop, et on a tous en idée les impacts environnementaux, mais de distribuer sur des objets qui sont déjà, de toute façon, dans notre écosystème, qui sont déjà là et qui sont... Alors, je ne dis pas que c'est plus soutenable, mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. On peut essayer de le rendre le plus soutenable. Dans notre cas, ce qu'on essaye de faire dans le cadre de la Sherpork, c'est effectivement de pousser encore plus loin. C'est-à-dire là, on a sorti déjà, nous, dans un premier temps, les modèles de computer vision, du cloud, même des gros CPU, pour les mettre sur des microcontrôleurs. Là, l'objectif, c'est de sortir des modèles de reasoning qui sont nécessaires dans la physical AI. La physical AI, on perçoit sur des microcontrôleurs, on raisonne sur des microprocesseurs et on revient générer l'action en temps réel sur des microcontrôleurs. Ça, c'est notre vision. Donc là, avec l'INRIA, dans le cadre de la Sherpork, on va essayer de pousser le bout de la vision en disant on est capable de faire tourner un VLM de type Gemini ou dérivé sur un petit microprocesseur qui consomme 1 à 2 watts, quoi. Voilà. L'idée étant pas de faire du temps réel, hein, on n'est pas là. L'idée, c'est que le petit microcontrôleur qui ne consomme rien vient le réveiller de manière événementielle pour consommer au final un système qui... Nous, notre target, c'est toujours un système qui consomme moins de 100 milliwatts pour faire toutes les fonctionnalités que j'ai décrites, quoi.
C'est ce qui marche sur notre panneau solaire, c'est ce qu'on va continuer à vouloir faire. Voilà, et la dernière validation qu'on veut faire dans la Sherpok, c'est de distribuer ce modèle à travers un réseau qui soit le réseau de satellites. Donc il y a des opérateurs qui travaillent avec l'INRIA, on a aussi nos propres amis dans les opérateurs satellitaires, et sur des réseaux d'objets au sol qui seront d'ici là déployés à l'automne. Donc on pourra commencer les expérimentations dès le début de la Sherpok. Voilà à peu près ce qu'on porte comme vision et pourquoi on est super ravis de commencer une collaboration avec l'INRIA. Merci à tous les deux. J'appelle maintenant Fabien Ringeval, donc du laboratoire informatique de Grenoble, pour présenter sa chère Care Speech avec Léonore Leleu. Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabien Ringeval, je suis enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes et je fais la recherche au laboratoire d'informatique de Grenoble. Et je suis accompagné par Léonore Leleu, qui est actuellement ingénieure de recherche à l'INRIA dans une incubation de start-up qui s'appelle Super Blabla. Et du coup, ça fait une petite année qu'on travaille ensemble sur le développement de la technologie nécessaire pour cette start-up, qui consiste justement à développer de la technologie pour l'inclusion d'enfants qui ont donc des troubles de neurodéveloppement, en plus particulier des troubles du langage. Et l'idée, c'est justement de faire de l'IA frugale pour de l'inclusion qui avait été un peu justement introduit hier matin par Mohamed Chetouani dans la présentation. Donc la problématique, c'est la suivante. Donc les troubles du langage ou les troubles de la parole, donc c'est des troubles du neurodéveloppement. Ils concernent généralement à peu près entre 2 et 3 enfants par classe. Et il est primordial de pouvoir détecter ou au moins dépister ces troubles de façon le plus précoce possible pour justement proposer des solutions d'accompagnement pour ces enfants, pour éviter l'apparition de comorbidités ou d'autres troubles ou de symptômes qui pourraient survenir s'il n'y a pas de traitements qui sont effectués pour prendre en charge ces difficultés. Donc il nécessite un dépistage précoce, mais aussi un suivi longitudinal pour avoir une régularité dans la thérapie et dans la prise en charge de ces difficultés. La problématique, comme ça a été justement pointé hier par rapport à l'orthophonie, c'est qu'il y a quand même malgré tout très peu d'orthophonistes qui sont présents sur le territoire et selon les maillages, on peut avoir des points noirs. Et généralement, on a des délais d'attente qui sont entre 12 et 18 mois entre le moment où une famille d'enfants il y a une suspicion d'un trouble de la parole ou du langage et un accès à la thérapie et un diagnostic. Et une première idée de cette start-up et du projet, c'est donc de développer des outils de dépistage les plus précoces, sans pour autant aller aussi loin que sur du diagnostic. Donc on ne sera pas sur la même durée, pas avoir une épreuve qui fasse entre 1 à 2 heures, mais qu'on soit plutôt sur une durée de 10 à 15 minutes pour justement essayer de dépister s'il y a une suspicion ou pas d'un trouble de la parole ou du langage dans un premier temps. L'autre point aussi, c'est que forcément, si les délais sont très longs, c'est que les orthophonistes, elles sont surchargées, en fait, elles sont très peu nombreuses, et il y a beaucoup de demandes. Et une des approches qui est investiguée dans cette chaire, c'est comment développer de l'IA pour accompagner les orthophonistes, pour réduire un peu ce qu'on appelle les pain points, donc les points de douleur, et on va en détailler un petit peu plus dans les slides qui suivent. L'ambition du projet, c'est de passer d'une idée qui avait été discutée il y a 1 an de ça maintenant, et de commencer à développer les technologies et les mettre en maturation. Donc on a pris un petit peu d'avance sur ça, on a commencé déjà à faire des travaux pour justement développer la partie dépistage et la partie IA pour l'accompagnement de l'orthophoniste. Et donc l'idée, c'est d'arriver à au moins une preuve de concept dans laquelle on va pouvoir montrer que les technologies permettent au moins de répondre à des problématiques qui concernent à la fois le dépistage et l'accompagnement des orthophonistes dans leur métier. L'écosystème, donc le laboratoire d'informatique de Grenoble que je représente, Léonore et Daniel qui n'est pas là, mais à qui l'on pense, qui travaillent donc dans la startup Super Blabla avec le petit perroquet là. On a aussi le CHU de Grenoble qui nous accompagne sur ce projet de chaire pour valider les outils sur le point de vue clinique et vérifier qu'on prend la bonne direction dans les outils qu'on va proposer pour accompagner les orthophonistes. Mais également Anapédis, qui est une association de familles d'enfants sur tout ce qui est les troubles 10, qui eux vont nous apporter le point de vue famille sur la pertinence des outils qu'on propose pour le dépistage.
Au niveau techno, sur la partie dépistage, on a un outil qui a été développé pour faire de la collecte de données sur des smartphones. Donc là, on est sur une problématique de données de la vie réelle, puisqu'il faut qu'on puisse quand même contrôler que la situation dans laquelle les données vont être collectées sont suffisamment pertinentes pour faire une analyse. Donc ça demande de mettre en place tout un pipeline de traitement automatique. Autre chose aussi, ce qu'on s'intéresse à faire, c'est pas juste collecter de la parole, mais c'est aussi par des questionnaires, faire une sorte d'anamnèse, c'est-à-dire de prendre en considération des facteurs de risque qui pourraient éventuellement aggraver ou pas une situation de suspicion d'un trouble. Et l'idée, c'est de croiser à la fois les informations contextuelles, un historique patient et les données collectées sur la parole avec des échantillons pour essayer de renforcer les hypothèses au niveau du dépistage. Au niveau techno, on est sur des technologies relativement standards en traitement de la parole, donc des descripteurs auto-supervisés pour avoir une analyse plus contextualisée sur la production. Une partie ASR pour pouvoir analyser les troubles du langage, où on va être sur les erreurs de type syntaxique. Et une partie un peu plus délicate pour la parole d'enfant, où on s'intéresse à l'échelle un peu plus petite que le mot, donc le phonème, donc à peu près ce qui est au niveau de la syllabe, si vous voulez. Et l'idée là, c'est vraiment de voir si la production orale suit bien ce qu'on a au niveau de l'attente. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile sur la parole d'enfant. Et l'idée aussi, c'est d'hybrider ces systèmes qu'on appelle des systèmes supervisés. On va pouvoir les entraîner avec des données transcrites, avec des systèmes non supervisés, ou du moins de pouvoir aussi les interfacer avec des grands modèles de langage pour pouvoir dialoguer avec ces systèmes. Et à la fin, en termes de prédiction, bien évidemment, on cherche à estimer le risque de la présence d'un trouble de la parole ou du langage, mais également de faire du suivi, que ce soit au niveau du patient, mais aussi au niveau de l'orthophoniste, et de fournir des indicateurs qui vont pouvoir être explicables au niveau de l'orthophoniste pour lui donner des éléments sur lesquels on pourra pouvoir y mettre de la compréhension et de la déduction. Et dernière partie aussi, qui est pas négligeable, c'est de pouvoir fournir des informations aux familles de façon adaptée à leur niveau de littératie. Donc il ne s'agit pas de mettre un drapeau vert ou un drapeau rouge, mais c'est de pouvoir formuler de façon appropriée la suspicion que le système aura pu détecter au niveau de l'enfant, et de le formuler d'une façon qui va être adaptée du coup au niveau de connaissance de la famille. Dernier point. Concerne donc ce coup-ci l'orthophoniste. Donc il y a pas mal de difficultés qui existent dans le métier de l'orthophoniste. Il y a eu des études qui ont été faites déjà dans la littérature, mais aussi de notre côté par les enquêtes au niveau du terrain. Et ce qui ressort principalement, ça va être notamment tout ce qui est planification thérapeutique et rédaction de compte rendu de bilan orthophonique, les fameux CRBO, qui sont assez chronophages et qui prennent pas mal de temps. Et l'idée, donc, c'est de fournir des fonctions d'appui avec des caractéristiques de type ce qu'on appelle des approches cliniciens dans la boucle. Donc, bien évidemment, comme ça a déjà été expliqué dans ces journées, c'est pas de remplacer l'orthophoniste par une IA, mais c'est de fournir des recommandations. Et c'est bien évidemment l'orthophoniste qui reste en bout de chaîne, qui est décisionnaire. Et l'idée, c'est de pouvoir justement lui fournir en fait des éléments explicables et d'appui pour pouvoir l'aider dans sa prise de décision. Comme ça a été aussi expliqué hier, ce qui va poser des difficultés pour les orthophonistes, c'est que 80 à 90% du temps, elles vont voir le même type de trouble, et il va y avoir un patient tout parmi un lot qui va avoir un trouble très spécifique, et avant de pouvoir vraiment le détecter, ça va prendre un petit peu de temps, parce que elle est un petit peu dans une forme d'habitude, et du coup, c'est là où l'IA pourra éventuellement être un support pour pouvoir justement aller plus rapidement sur une hypothèse, d'avoir un trouble plus spécifique. Autre caractéristique clé, donc comme je l'ai expliqué en amont, on est appuyé et on est en dialogue avec le CHU de Grenoble, donc on ne fait pas ça dans notre coin, mais on fait valider les hypothèses cliniques par des orthophonistes, et on a la chance d'avoir Léonore qui a exercé ce métier pendant pas mal de temps, donc ça nous donne une bonne expertise. Et donc en termes d'innovation, pour résumer, donc l'idée c'est de développer de l'IA robuste mais aussi frugale en conditions écologiques. Donc on n'est pas dans les données de laboratoire, mais on est sur les données collectées par les parents dans le milieu familial, dans l'environnement familial à la maison. Donc ça veut dire plein de bruit, le téléphone qui peut bouger, etc. Donc c'est des choses qui sont un peu plus difficiles à traiter. Travailler donc sur une intégration continue entre patients et cliniciens, parce que le but du jeu, c'est aussi d'essayer d'améliorer l'observance et le soutien à l'engagement du patient, ce qui est aussi des choses assez difficiles dans la thérapie, où souvent on peut avoir une fréquence... Oui, un délitement au niveau de l'implication du patient sur la thérapie, et c'est des choses qui sont cruciales, parce que si le patient est régulier, ça va permettre d'avoir un meilleur impact sur le soin.
Et après, en termes d'approche frugale, donc l'idée, c'est de s'appuyer sur des modèles qui existent déjà, mais de les adapter et les spécifier à notre domaine avec des techniques qui sont assez connues, comme LoRa, faire de la compression, discrétisation, etc. Voilà. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, on sera ravis d'en discuter avec vous à la pause café. Merci à vous. Et j'appelle maintenant Alain Kimangou et Carlos Canoda de Witt pour la chaire IMOB en collaboration avec Twin World, donc une autre chaire POC avec industriel. Et la chaire, Sarah va se préparer. Merci. Ok, donc ce projet, en fait, c'est la suite des différentes tâches de développement sur un simulateur qui adresse des problématiques sur l'électromobilité. Ça a démarré avec un URC, ensuite ça a continué avec un POC ERC. Et il y a eu un certain nombre de soutiens aussi de l'UGA. Et là, on passe à une phase où on souhaite en fait porter cette technologie à l'international. Donc le projet, j'ai oublié, pardon, avec Alain Kimangou, on forme partie d'une équipe INRIA CNRS et Salab qui s'appelle DANCE. Donc on travaille surtout sur des problématiques de modélisation, optimisation et contrôle. Donc le point de départ de cette histoire, c'est l'électrification. Donc on a beaucoup parlé il y a un an ou deux. L'année dernière, on a un petit peu moins parlé, et là on reparle encore de façon plus appuyée du fait que vous connaissez le problème de dépendance sur le pétrole. Alors, il y a quelques chiffres là-haut sur l'évolution des véhicules électriques. Actuellement, en moyenne, en Europe et en France, on est à peu près à 3% du parc. Et il y a des projections qui indiquent que vers 2030, on serait autour d'un quart des véhicules seront électrifiés. Et ces projections continuent à 2015, dans 10 ans, à peu près la moitié de ces véhicules seront électrifiés. Et si on commence à faire un petit peu des calculs par rapport à la puissance stockée dans ces véhicules, on se rend compte que ça devient de plus en plus important. Il y a quelques chiffres là-haut. Et ce qui pose un certain nombre de problèmes. Mais ça ouvre aussi certaines possibilités d'utiliser en fait les véhicules comme une source de stockage dans certains cas. Donc il y a un petit peu les deux, c'est-à-dire d'un côté il y a les conséquences que ça va avoir, et donc ça implique une planification beaucoup plus fine de l'infrastructure de recharge. Aujourd'hui encore une fois, on a un déploiement qui est surdimensionné parce qu'il faut offrir l'offre, mais à terme ça peut poser un problème. Ensuite après ça touche aussi l'impact qu'il va avoir dans les réseaux électriques. Et du côté bénéfice, les véhicules électriques pourraient éventuellement rentrer demain dans le marché de la flexibilité. Donc c'est la possibilité de toucher en fait le marché de production et consommation d'électricité en vendant un peu la possibilité de moduler la charge, éventuellement à terme réinjecter un peu d'énergie au besoin. Donc la problématique globale, c'est comment on intègre en fait cette arrivée massive des véhicules électriques dans la société. Alors il y a des simulateurs qui existent dans la nature, mais ont été conçus principalement au début comme des simulateurs pour la mobilité tout court, mais les aspects énergétiques n'étaient pas nécessairement intégrés dans ce contexte. Alors aujourd'hui, on est où? On est dans un développement, on a réussi à faire une scalabilité au niveau du territoire français. À gauche, vous voyez un petit peu les différentes villes qui ont été traitées par le simulateur. Ça, c'est accessible dans une plateforme qui est publique aujourd'hui. Alors il y a différentes choses qui ont été traitées, notamment la granularité. La partition que vous voyez en deuxième en haut, c'est ce qu'on appelle la partition iris, c'est typiquement français. Et on découpe en fait le territoire, un petit territoire, et c'était utilisé pour des statistiques, pour la votation et bien pour d'autres choses. Donc on s'est un petit peu calé par rapport à cette partition, et on a construit ce qu'on appelle un graphe de mobilité en utilisant cette partition-là. Alors le graphe de mobilité, c'est en gros le flux des personnes à la base
entre une origine et une destination. Donc à l'intérieur de chacune de ces partitions, il y a une origine et il peut y avoir plusieurs destinations. Typiquement, c'est le travail, loisirs, éducation, par exemple. Donc derrière ces graphes, donc ça c'est l'image 3, vous trouvez un petit peu des équations différentielles, ce sont des équations dites physiques. Dans ces cas-là, quand on parle de mobilité, c'est juste conservation de masse. Mais on s'intéresse aussi à l'aspect énergétique. Donc si on passe à l'image 4, et en fait, on rajoute en fait une couche de modélisation énergétique. Donc SOS, c'est les opérateurs en fait des charges, state of charge. Et donc là-dedans, vous visualisez quelques stations de charge qui sont celles qui existent actuellement, réelles. Donc ça, c'est les publics, mais on a aussi des stations de charge qui se trouvent à maison individuelle ou garage, mais au travail. Et ça, c'est un petit peu plus difficile à estimer. Alors, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec ça ensemble? En fait, on arrive à modéliser un petit peu l'évolution de la mobilité jointe avec la consommation énergétique des flux véhicules électriques. Là, on est dans le cas de véhicules électriques, pour estimer si l'infrastructure, par exemple, actuelle, suffit ou pas pour charger le parc global de véhicules. On s'adresse aussi aux villes. Les dernières slides, c'est une cartographie en fait, de la même chose, de la zone grenobloise, c'est la zone d'attraction, qui explique un peu les besoins énergétiques qu'on aurait, étant donné un certain montant de véhicules électriques. Là, on fait un scénario à 3%, mais on peut modifier ça, on peut facilement changer juste un paramètre, passer de 3, 4, 5, 6, 10, etc. et voir un petit peu comment ces besoins vont évoluer dans le temps, ce qu'on appelle le scénario de demande d'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. Alors, la chaire, en fait, a l'ambition d'aller au-delà, c'est-à-dire partir à l'étranger, on va dire, au monde, et changer quelque chose de particulier. Alors, une des choses qui est essentielle qu'on a fait, c'est un choix qu'on a pris, c'est faire un modèle basé uniquement avec des fichiers qui viennent du gouvernement. C'est des informations qui sont ouvertes, accessibles à tout le monde. Évidemment, c'est très français. La partition IRIS, c'est très français. Donc, si on veut, par exemple, s'adresser à des autres pays européens, il faut changer un petit peu de paradigme. Donc, c'est là il apparaît l'utilisation des données. C'est des données qui peuvent être fournies ou qui sont fournies par des opérateurs de téléphone. Notamment en France, vous avez Orange, qui est une filiale qui s'appelle Fluvision, qui vend ces données de mobilité. Et ils affichent un taux de pénétration de 30%. Et après, eux, ils font un redressement à la population globale. Donc, le challenger, c'était donc de transformer la techno qu'on a vers une techno basée sur les données et est adaptable à la plupart des pays en Europe. Et on a aussi des collaborations avec Berkeley qui possède en fait des données de toute la baie de Californie de mobilité, à peu près de ce type de choses. Donc là, il y a une différenciation importante par rapport à ce qu'on a actuellement. C'est une fidélité plus précise par rapport à la vraie mobilité. Les résultats seront plus crédibles. Et puis surtout, c'est qu'on peut s'adapter à différentes évolutions de la mobilité. Et on peut même avoir des modèles par jour, de lundi, mardi, etc. En termes de techno, ce qu'on fait, c'est on combine en fait les modèles physiques. Pour nous, les modèles physiques, c'est l'équation de conservation des masses et des balances d'énergie, avec un peu d'apprentissage qui permettent en fait de retrouver de façon automatisée les graphes et en gros caler les paramètres ou certaines fonctions de ces modèles mathématiques qu'on a là. Donc ça donne les modèles qui sortent là à droite, autour desquels en fait viennent se greffer différents outils qui vont permettre d'adresser différents services à différents secteurs de la société. Par exemple, l'évaluation de l'infrastructure, ça s'adresse à des métropoles, en France en tout cas. La production des schémas directeurs, l'optimisation de la puissance ou dimensionnement des stations, c'est pour les opérateurs de stations de charge. L'impact qu'il va avoir cette évolution dans les réseaux électriques, ça c'est plutôt sur les distributeurs d'énergie comme Enedis. Et puis en fine, à long terme, on visualise l'utilisation et la valorisation de la flexibilité avec cette technologie qui s'appelle V2Grid, Vehicle to Grid. Alors, les applications sont très variées dans ce domaine-là. Ça va des collectivités à très court terme jusqu'à les agrégateurs
qui travaille avec le marché de l'électricité. Donc tout en haut à gauche, vous voyez un petit peu ce qu'on est aujourd'hui capable de faire au niveau national, mais c'est ça qu'on voudrait faire aussi au niveau international. Donc vous avez l'offre énergétique de l'infrastructure de recherche actuelle, celle que nous proposons comme étant une optimisation, c'est-à-dire le besoin minimal qui satisfait un certain taux de pénétration. Et puis à droite, vous voyez un peu la différence. Et donc quand c'est vert, c'est que vous avez suffisamment d'offres, et quand c'est rouge, c'est là où ça manque. Et ça, c'est une possibilité, mais on a bien des autres. Par exemple, l'utilisation de véhicules électriques pour une utilisation intelligente en fait, de la surproduction de l'énergie, qui permettent une gestion active en fait, de l'énergie et l'interaction qui existera entre les véhicules. C'est la technologie V2Grid. Mais on peut même imaginer quelque chose de plus loin, c'est-à-dire avoir des politiques de prix qui permettent une distribution meilleure entre les offres et les demandes en jouant avec les prix de l'électricité. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Alain, tu veux rajouter quelque chose? C'est bon. Bon voilà, on est aussi au café. Merci à vous deux. Je précise bien sûr que si l'Assemblée a des questions, il y a la pause café et puis la pause du midi voilà, pour échanger. J'appelle donc maintenant Olivier Écart et Samuel Beneviste, donc il va nous rejoindre en ligne. Vous êtes du GIPSA Lab et vous allez nous présenter la chaire Poxara. Bonjour, donc je m'appelle Olivier Écart, membre du GIPSA Lab. Donc je vais vous présenter la chaire Proof of Concept SARA, qui veut dire Safe Adaptable Robotic Arms. Donc cette chaire, elle est composée de 4 partenaires académiques grenoblois, le GIPSA Lab et l'INREA, qui sont au cœur de la technologie, le LIB-PC2S pour les aspects ergonomie et psychologie du travail, et le GESCOP pour les aspects génie industriel. Donc dans ce travail, comme vous pouvez le voir, on s'est intéressé à la sécurité d'un opérateur qui partage son espace de travail avec ce qu'on appelle un COBO. COBO voulant dire, c'est une fusion entre collaboration et robot, un robot collaboratif. Donc pour ce travail, on s'est appuyé sur une norme existante qui va définir dans le milieu industriel les conditions de sécurité pour être capable de réaliser une collaboration entre un opérateur et un robot industriel. Et comme vous pouvez le voir sur le transparent à gauche, il y a 4 modes. Alors je ne vais pas tous les décrire, je vais juste me focaliser donc sur le premier, qui est en fait le plus classique et très utilisé dans le domaine de l'industrie. On met notre robot dans une cage qui va être soit virtuelle, soit physique, et lorsque l'opérateur s'approche trop près du robot, donc il rentre dans la cage, le robot va s'arrêter. Donc on assure bien la sécurité. Le souci, c'est que le robot s'arrête, donc on a un problème de productivité. Nous, ce qu'on a essayé de faire, enfin ce sur quoi on travaille, je dois avoir un minutage qui fait que les transparents passent trop vite. Bon, je peux revenir. Ah oui. Oui, ok. Donc je reviens en arrière. Nous, dans ce mode 3, ce à quoi on s'intéresse, c'est de surveiller l'environnement et de vérifier que dans l'environnement, il existe à chaque instant une séparation virtuelle entre l'opérateur d'un côté et le bras robotique de l'autre. Donc c'est cette solution qu'on a mis en œuvre. Pour ça, comme vous pouvez le voir sur la partie droite, on a une plateforme expérimentale qui est située au GIPSA Lab, qui est composée d'un COBO, donc d'un bras articulé à 7 degrés de liberté, qui est associé à un ensemble de capteurs qui vont observer la scène, qui vont nous fournir la position de notre opérateur, ainsi qu'une prédiction à court terme de son déplacement. Court terme, dans notre cas, veut dire une demi-seconde, puisqu'après, en fait, on va planifier et replanifier en permanence et exécuter une trajectoire qui va permettre au robot d'atteindre son but, puisqu'en général, typiquement, ce genre de robots sont dédiés dans le milieu industriel à réaliser des déplacements d'objets d'un point A à un point B, tout en évitant l'opérateur. C'est ce qu'on appelle en robotique de la prédiction d'obstacles, pardon. Et dans notre cas, l'obstacle, c'est l'opérateur, donc il est dynamique.
Le prototype à l'heure actuelle, alors maintenant j'ai une vidéo et je ne sais pas comment je vais... Il y a une vidéo à gauche. Ah, elle est partie. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez une illustration en vidéo du fonctionnement du prototype. Pourquoi elle s'est arrêtée? Donc, d'un côté, on va avoir donc la notion qu'on a introduite, c'est qu'on a introduit une notion de contrainte à l'intérieur de notre planificateur de trajectoire. Et cette notion de contrainte, c'est d'avoir à chaque instant, donc on planifie une trajectoire sur une demi-seconde à chaque fois. Ça veut dire en fait 5 fois 0,1 seconde. Et à chaque fois, on s'assure qu'il existe un plan qu'on cherche à trouver, un plan séparateur virtuel en vert qui va assurer que d'un côté, on va avoir le robot, sa position actuelle et la prédiction sur une demi-seconde, et de l'autre côté du plan séparateur, l'opérateur et sa position et la prédiction à une demi-seconde. Alors la vidéo est... Je vais essayer de la remettre. Non, je n'arrive pas à la lancer. Encore en arrière, et je reviens. Elle était partie la première fois et depuis, elle ne repart plus. Non, elle ne repart plus. Bon, tant pis. Voilà. Ah ben si, ça y est, elle est repartie. Voilà. Donc vous voyez bien qu'à chaque instant, donc à échelle de 1/10 de seconde, on planifie la trajectoire sur une demi-seconde et on recommence. Et tous les 1/10 de seconde, on délivre une nouvelle trajectoire sur un horizon temporel d'une demi-seconde. Alors, à l'heure actuelle, voilà où on en est dans le prototype. Donc le prototype est passé de Safe Adaptable Robotic Arm à Safe Acceptable, puisqu'en fait, on a réalisé un travail sur la conception et l'implémentation de différents comportements d'évitement. Et on a réalisé une étude utilisateur de l'acceptabilité et de la perception de ce comportement auprès de 140 utilisateurs. En parallèle à droite, dans le cadre d'un iLab, on a une deuxième version du prototype qui existe, qui est la version Sarah embarquée, où on a embarqué Sarah sur les robots Miroki de la société Enchanted Tools. J'en reparlerai un tout petit peu après. Le but de ce robot, c'est de réaliser du transport d'objets en milieu hospitalier. Vous voyez à gauche le résultat du prototype actuel. Donc on a notre robot qui se déplace, notre bras articulé qui se déplace d'un point A à un point B, tout en évitant l'opérateur en temps réel. Dernier transparent. Donc qu'est-ce qu'on prévoit de faire à l'intérieur de cette chaire? Donc à l'heure actuelle, on a 2 prototypes qui sont opérationnels en conditions de laboratoire, sur lesquels on a réalisé des tests. Donc on voudrait monter en TRL5 pour avoir des prototypes pré-industriels. Donc du côté Sarah Standalone, on est en train de définir un cas d'usage industriel avec un partenaire industriel qui est dans la région d'Annecy, ADTP, qui fait de la robotique industrielle. De l'autre côté, avec Enchanted Tools, qui est notre partenaire privilégié, on cherche à définir un cas d'usage dans le domaine du milieu hospitalier. Ces 2 cas d'usage vont donner lieu à une adaptation du prototype courant, des tests en conditions réelles et une analyse de la robustesse et de l'acceptabilité du prototype. Pour le Sarah Standalone, ce qu'on vise, c'est à terme d'avoir une librairie générique qui va permettre de contrôler des bras des bras manipulateurs qui vont opérer en milieu humain. Et le but, avec notre partenaire privilégié, c'est d'industrialiser cette solution. Et côté droit, pour Sarah embarqué, le but est que les robots Miroki de la société Enchanted Tools soient les premiers à embarquer la fonctionnalité Sarah. Voilà, j'ai terminé. Samuel, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bonjour à tous. Simplement dire qu'on est ravis de cette collaboration et qu'effectivement, nous, on est focalisé particulièrement sur des robots qui sont capables de faire de la manipulation en environnement social, donc avec des contraintes de safety humaine qui sont peut-être encore plus fortes que ce qu'on a dans l'industrie. Et donc, on est particulièrement preneur de solutions qui peuvent nous garantir la sécurité des utilisateurs non entraînés qu'il y a autour de nos robots. Et c'est pour ça qu'on est ravis de travailler ensemble. Voilà. Merci. Merci à vous deux. J'appelle maintenant Alain Tchana et Nicolas Vuillerme pour la chaire industrielle Helios en collaboration avec Fates et Zivert. Donc tous deux
du laboratoire informatique de Grenoble. Bonjour, donc je me présente, je suis Alain Tchana, professeur des universités à Grenoble INP et à l'ENSIMAG, et je fais ma recherche au sein de l'équipe Krakos du LIG et qui est aussi une équipe INRIA. Bonjour, Stanislas Associé de Pompignan de la société Vates. Donc Vates est une société grenobloise qui a été créée en 2012 et qui fait des solutions de virtualisation en open source basées sur XCP-NG. Donc on a l'avantage de bénéficier du rachat de VMware par Broadcom. Donc VMware, c'était la solution utilisée un peu par tout le monde, qui est une solution américaine. Et depuis le rachat de Broadcom, ce qui se passe, c'est que Broadcom a décidé d'exploiter au maximum ce filon et donc a des agissements tels que des multiplications de prix de licence par 5, 10, 20 ou plus, qui fait qu'il y a énormément de clients de solutions de virtualisation qui se tournent vers nous. Et donc, en résultat, on a une progression très forte, puisqu'en 2024, on a fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2025, on a fait 8 millions. Et on projette de faire 16 millions cette année. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire pour profiter au mieux de cette fenêtre, c'est bien évidemment d'avoir des solutions compatibles avec l'intelligence artificielle et également des solutions sécurisées. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on est très content de faire partie de la chaire Helios. Et je suis Nicolas Vuillerme, je suis membre du LIG et je dirige une équipe qui s'appelle Sangria, Santé numérique Grenoble IA. Et je suis également très content de faire partie de cette chaire. Un des objectifs applicatifs de cette chaire, c'est de garantir l'équité des soins, ce qui veut dire que tout un chacun doit être capable de bénéficier de prise en charge de soins de qualité accessibles, quel que soit son niveau économique, quelle que soit sa situation géographique. Et vous verrez que Helios adresse ces points particuliers. Donc, comme vous avez pu le constater, donc la chaire est coportée par Nicolas et moi-même, donc les deux académiques. Ensuite, nous avons deux industriels, Vates et EasyVirt. Donc, l'objectif de cette chaire, en fait, c'est le traitement des données de santé dans le cloud de façon sécurisée, frugale et souveraine. Donc, je ne sais pas si Stan l'a dit tout à l'heure, donc Vates, c'est un fournisseur de solutions de cloud. Vous voyez tout ce que c'est qu'un cloud, donc ils fournissent ce qu'on appelle des hyperviseurs, des systèmes de virtualisation qui sont utilisés par les providers de cloud pour héberger vos applications, donc exécuter des machines virtuelles. Donc Vates est une entreprise française, européenne, donc qui est très en vue, ciblée par l'Union européenne pour assurer, participer à notre souveraineté. Le deuxième industriel, donc, qui est EasyVirt, qui fournit à Vates des solutions de monitoring et des algorithmes pour rendre le cloud beaucoup moins énergivore. Donc, dans le cadre de cette chaire, en fait, nous allons nous intéresser, le domaine d'application, c'est le traitement des données de santé en utilisant de l'IA dans le cloud. Donc ici, la partie traitement des données de santé en utilisant de l'IA est assurée par l'équipe Sangria. Et l'équipe Krakos que je dirige va s'intéresser à fournir les mécanismes de sécurisation des machines virtuelles dans le cloud, donc en utilisant des features matérielles qu'on retrouve dans nos processeurs, les processeurs Intel, ARM, donc qui permettent d'exécuter des machines virtuelles de telle sorte que même les fournisseurs de cloud ne soient pas capables d'observer, de voir le contenu des machines virtuelles, donc les données de santé qui sont très sensibles. Un deuxième axe de recherche, c'est l'efficacité. Donc ici, la sécurité vient souvent avec les problèmes de performance. Donc comment est-ce qu'on peut exécuter ces traitements d'IA de façon performante, donc avec réduire l'impact de la virtualisation et aussi des mécanismes de sécurité. Et ensuite, de façon moins frugale. Donc ici, l'objectif, c'est utiliser les algorithmes de EasyVirt et aller plus loin en améliorant ces algorithmes en utilisant l'intelligence artificielle pour avoir des solutions de consolidation des machines virtuelles. Donc ça veut dire regrouper des machines virtuelles sur un nombre restreint de machines physiques
en vue d'éteindre ou de mettre en veille les serveurs dans les data centers et ainsi réduire la consommation énergétique. C'est un petit peu les différents axes de recherche. Donc, Nicolas, peut-être si tu veux rajouter d'autres choses. Donc, dans le cadre de la chaire, déjà, nous avons 2 thèses chiffres financées par Vates. Une qui a déjà démarré sur les aspects sécurité et une autre qui va démarrer au mois de septembre. Et ensuite, nous avons un postdoc qui va être recruté sur la partie IA et également gestion énergétique. Voilà. Donc, peut-être si tu as d'autres choses à rajouter. Le cas d'usage santé nous semblait approprié pour résoudre des challenges qui souvent sont incompatibles. Donc il faut garantir la sécurité, garantir la performance, mais aussi garantir la soutenabilité. Donc le cas d'usage premier, ce sont les données de santé, mais ce sera pas, on ne va pas se limiter à ça avec nos partenaires industriels qui nous fournissent aussi des cas d'usage intéressants. Donc, nous avons mis sur pied également un board de conseil constitué de chercheurs. Oana Balmo, qui fait beaucoup d'IA à l'université de McGill. Dominique Lavenier, qui est directeur de recherche au CNRS à INRIA, qui fait traitement de données de santé en utilisant des accélérateurs. Et Madame professeure Gombe de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, qui est la doyenne de la faculté de médecine et qui travaille également sur les aspects plutôt gynéco, qui est un laboratoire de gynéco. Et voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des use cases de santé qui viennent un petit peu de partout et avoir le regard des différents chercheurs venant de contrées avec des régulations juridiques différentes. Voilà. Oui, juste peut-être insister sur le fait qu'il y a une volonté très forte de faire de l'open source. De toute façon, Vates, on fait que de l'open source, et également d'aspects de souveraineté. Donc, on parle de durabilité, mais ce n'est pas que dans les systèmes, c'est aussi au niveau des sociétés, et c'est quelque chose qui est très important pour Vates. Donc, de travailler dans cette optique de souveraineté. Et puis, à ce propos, on peut dire merci à certaines personnes aux États-Unis qui aident à prendre conscience de l'aspect absolument critique de cet aspect. Merci à vous 3 d'avoir témoigné pour cette riche collaboration. Et c'est au tour de Didier Schwab du LIG pour donc présenter sa chaire Augmentia. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc ma chaire Augmentia, c'est une chaire qui est portée par la fondation Grenoble INP, et on a un mécène principal qui est la société Artelia. Alors Artelia, c'est une grosse boîte, ils font genre 1,4 milliard de chiffre d'affaires, ils ont plus de 10 000 employés à travers le monde, et ils sont très très implantés ici à Grenoble. C'est une société qui existe sous diverses formes depuis à peu près un siècle, et donc ils ont une masse documentaire qui est vraiment très importante. Et donc dans cette chaire, ce qui nous intéresse, ce sont toutes ces organisations qui ont des organisations donc intellectuelles, donc qui font essentiellement des rapports. Voilà, donc ça s'applique à Artelia, mais ça s'applique également à d'autres organismes comme par exemple l'université, etc. Alors, les enjeux industriels, c'est comment mieux exploiter le savoir contenu dans les archives. Donc, jusqu'aux années 90, c'était essentiellement du papier. Hein. À l'UGA comme à Artelia, voilà, on a une base documentaire encore tout à fait présente. Un certain nombre a été digitalisé, numérisé au début des années 1990. Hein. Donc, à ce moment-là, les archives elles sont devenues toujours centralisées, mais bon, assez peu accessible.
Dans les années 2020, on a vu arriver le cloud. Donc les archives, là, on les voit plutôt dispersées avec pas mal de pertes. Les gens sont plus trop capables de savoir forcément où sont leurs documents. Hein. Et puis donc un grand espoir sur l'IA générative. Voilà, donc est arrivé donc essentiellement il y a 3 ans, enfin en tout cas dans le grand public et chez les décideurs. Moi, je suis donc au laboratoire d'informatique de Grenoble. Je dirige l'équipe GTALP, le groupe d'études en traduction automatique des langues, en traduction automatique. On est une vieille équipe aussi sur le campus. Hein. On a existé aussi sous diverses formes depuis 1959. Je suis arrivé un peu après. Et du coup, dans cette équipe, on a pris le tournant du deep learning et des grands modèles de langue, et on travaille énormément sur les grands modèles de langue, mais nous notre approche c'est quand même d'essayer d'avoir des modèles de langue qui sont les plus souverains, hein, on l'a déjà dit, merci Donald Trump. On a également des modèles qui soient les plus petits possiblement, ainsi que les plus spécialisés afin qu'ils aient une trace environnementale la plus minimale. Et si le LLM génératif ne s'y prête pas, avoir des grands modèles de langue qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus prédictifs, hein, et qui donc sont encore plus efficaces. Et donc dans cette chaire, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre, donc dans divers cas applicatifs, hein, donc je les ai mentionnés, Artelia, l'UGA, toute organisation. Donc comment exploiter ce patrimoine documentaire constitué par les organisations depuis leur création, comment éviter de le perdre. Comment utiliser donc ces diverses méthodes que j'ai mentionnées rapidement de l'intelligence artificielle pour valoriser ce patrimoine. Comment le faire en évitant de diffuser à des tiers ces informations clés des entreprises. On a vu hier, hein, on a entendu des étudiants en médecine, mais c'est vrai évidemment dans toutes les organisations, qui copie-collent un certain nombre de données personnelles et qui les envoient sur ChatGPT. Ça c'est inexcusable. Ça doit être de la culture, ça c'est de la culturation, mais il faut quand même leur fournir les outils pour qu'ils évitent de faire ce genre de choses. Comment exploiter ce patrimoine en facilitant les tâches du quotidien des ingénieurs, des membres de l'organisation, et comment, ça c'est plus sociologique, comment évaluer leur appropriation par les ingénieurs. Donc on est une équipe, bon là j'ai l'équipe un peu resserrée, donc moi qui suis titulaire, mon collègue Philippe Bulem qui est lui dans l'équipe de recherche d'information du laboratoire d'informatique de Grenoble, et vous avez bien compris que c'est essentiel la recherche d'information dans ce sujet. Fouad Hassani, qui est data scientist, chercheur chez Artelia, et Diandra Fabre, qui est la coordinatrice scientifique de ma chaire, qui a eu un doctorat il y a une dizaine d'années au GIPSA Lab, et Marguerite Vartan-Pétian, qui est la doctorante sur ce sujet, une doctorante donc sur le projet proprement dit. Je ne sais pas trop où j'en suis du temps, parce que c'est reparti vers au-delà de 8 et là c'est à 4, donc je ne comprends rien. C'est pas grave. Les défis de cette chaire, au niveau recherche, et donc c'est spécialiser des grands modèles de langue qu'on va trouver par exemple sur l'étagère, fabriqués par des gens comme Meta, comme Qwen, des modèles quelconques. On va les spécialiser sur les métiers, on les spécialise sur les métiers de l'ingénierie d'Artelia. Ingénierie dans ce cas-là particulier, mais on fait ça aussi nous en médical, on fait ça également dans le juridique par ailleurs dans notre équipe. Et on va beaucoup travailler sur l'évaluation de ces grands modèles de langue. Comment savoir si, quand on spécialise les modèles, ils sont meilleurs pour résoudre les tâches sur lesquelles on travaille, où ils sont moins bons. Est-ce qu'on va passer par des utilisateurs qui vont dire ça c'est meilleur, ça c'est moins bon? Est-ce qu'on va passer par des datasets, des benchmarks? Là aussi le problème c'est qu'aujourd'hui on sait que les benchmarks qui sont disponibles sur Internet, eh bien, ils sont captés par les acteurs qui fabriquent les gros modèles. Et donc en fait on ne sait pas dire si une réponse à une question qui avait été posée dans un benchmark il y a 3 ans, est-ce que le modèle il est fort parce qu'il est fort,
ou est-ce qu'il est fort parce qu'il a juste lu la réponse et donc il a recrache. Et donc il faut créer, par exemple, des datasets dynamiques afin qu'il y ait plus ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment le travail sur lequel Marguerite Vartan-Pétian, la doctorante, travaille. Au niveau innovation, donc, c'est la valorisation de patrimoine documentaire des entreprises et puis le développement de nouveaux outils d'IA adaptés aux besoins des ingénieurs, tels que l'aide à la rédaction de rapports, de la synthèse documentaire. Et l'enseignement, il y a un fort aspect enseignement aussi dans cette chaire. Donc en formation initiale, ça fait quelques années déjà qu'on travaille sur l'intégration de l'IA dans certains des modules qu'on peut proposer, moi à l'UT2, y compris à des étudiants en commerce, ou alors à l'ENSIMAG par exemple. Et là, on essaye de monter en puissance, et c'est vrai que ça c'est d'autant plus facilité par cette nouvelle responsabilité de directeur de la formation à MIAI que j'ai depuis avril. Et puis pas mal de travaux autour de la formation continue, la création de contenu pédagogique, le MOOC que j'ai coordonné avec Grégory Roras, le MOOC IA et Société que vous avez peut-être suivi. Si vous n'avez pas eu le temps, il y aura une deuxième saison à l'automne. Et d'autres MOOC, y compris au sein destinés directement à des gens d'Artelia et plus généralement aux ingénieurs. Donc, pour faciliter l'appropriation des outils d'IA par les professionnels. Et ce dernier MOOC, il sera sans doute disponible au printemps prochain. Voilà, je vous remercie de votre attention. On peut en discuter quand vous le souhaitez. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup Didier. Merci à toutes les chaires pour les différentes présentations. Là, on va passer au temps des startups. Donc, on va vous présenter une série de startups issues des laboratoires de Grenoble et voilà, du cluster MIAI, qui ont été en fait accompagnés par différents dispositifs du site et qui sont aujourd'hui en pleine croissance. Et donc j'appelle la start-up Iona Robotics, qui est pilotée par David Galino, qui a été accompagnée par l'INRIA Startup Studio et en accompagnement par Linxium. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis David Gualino, je suis fondateur de Iona Robotics et je suis son président aujourd'hui. Alors je ne sais pas si Christian est là, Christian Logier qui devait venir aujourd'hui, qui est le directeur de recherche émérite d'INRIA, qui a dirigé tous les travaux historiques qu'on menait à la création de Iona. Il n'est visiblement pas arrivé aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc Iona Robotics, on est une start-up issue de l'INRIA, qui a été créée l'année dernière, accompagnée par Linxium. Et qu'est-ce qu'on fait chez Iona? On développe et on commercialise une plateforme logicielle de mobilité autonome. Donc c'est un ensemble de logiciels de perception de l'environnement et de prise de décision qui sont destinés à être embarqués dans des robots. Et l'objectif à base de ces logiciels qu'on va vendre à des fabricants de robots, l'idée c'est que ces fabricants puissent construire des machines qui seront capables d'évoluer dans le monde réel, donc dans des environnements complexes, de manière sûre. On a parlé beaucoup de sûreté de fonctionnement ce matin. On est vraiment à cheval aussi là-dessus, de manière sûre et autonome. Et donc dans le monde réel, c'est-à-dire dans des environnements complexes. Et aujourd'hui, on s'adresse à des fabricants de robots dans deux grands types d'applications. Le premier, c'est ce qu'on appelle les environnements complexes intérieurs. Donc là, la complexité, c'est en gros de la présence humaine et des environnements qui sont dynamiques. Donc ça peut être d'autres engins de manutention ou même des humains qui bougent, donc dont il faut anticiper les trajectoires. Donc ça, c'est une première catégorie d'applications. Et la deuxième catégorie d'applications qu'on adresse, c'est tout ce qui est environnement complexe extérieur. Donc là, la complexité, elle se décline un peu différemment. C'est des sols, des environnements non structurés, des sols non plats, des conditions météo défavorables. Tout ce qui est aujourd'hui peut être un frein au développement de la robotique mobile autonome.
Et donc, toutes ces applications, elles sont évidemment différentes. On est sur des véhicules qui sont différents. En environnement intérieur, ça peut être un robot de manutention. En extérieur, ça peut être un tracteur autonome. On est donc sur des véhicules différents, mais on est sur un besoin qui reste le même, celui de percevoir, comprendre son environnement et naviguer dedans de manière sûre et autonome. Et c'est ce que notre plateforme logicielle permet. Donc plateforme qui est issue de l'INRIA, qui est basée sur une technologie qu'on appelle neurosymbolique. Alors pourquoi ? Parce que c'est finalement une hybridation, une approche hybride entre de l'IA symbolique, donc des règles mathématiques, des modèles qui sont explicables et donc certifiables. Et ça, c'est hyper important pour la sûreté de fonctionnement. D'autres le disaient tout à l'heure, il faut respecter des normes pour avoir le droit de déployer des robots qui circulent en milieu humain. Et c'est ce que l'approche IA symbolique permet. Et évidemment, elle est enrichie par toutes les approches plus classiques, je dirais, d'apprentissage profond, de réseaux de neurones qui nous permettent donc d'ajouter à une perception qui est très géométrique à la base et d'ajouter des données sémantiques pour avoir la capacité d'intégrer, d'interpréter les scènes qui entourent le robot pour prendre les meilleures décisions en termes de navigation. Voilà, merci. Merci beaucoup David. On va passer à la prochaine start-up, c'est Enveil, donc portée par Sébastien Scapa. C'est une start-up dont les travaux de recherche sont issus du laboratoire TIMC, valorisation UGA, accompagnement Floralis et Linxium. Bonjour, donc Sébastien Scapa, cofondateur de la start-up Enveil. Donc Enveil effectivement est une société spécialisée dans la visualisation de données. L'origine du projet, donc nous sommes créés en 2024, issus du laboratoire TIMC. Nous avons été accompagnés par la start-up Linxium. Nous sommes accompagnés bien sûr par l'UGA, Floralis, accompagnés par la région bien entendu qui nous a aidés à nous structurer, à nous financer, et le Crédit Agricole Innovation. Et, donc beaucoup d'acteurs qui nous ont accompagnés au cours des dernières années. La société donc a été créée, la solution pardon, a été créée par Pierre Jacquet, mon associé qui s'excuse n'est pas présent aujourd'hui. Il a 2 petits enfants en bas âge, c'est la période de la varicelle. Donc pour quelle raison Pierre a créé cette solution ? Lors de son PhD, donc dans son doctorat au sein du laboratoire TIMC, il devait publier et faire donc de nombreuses publications à partir de données assez hétérogènes. Et pour générer des visualisations, expliquer le résultat de ses recherches, cela nécessite énormément de programmation. Il utilise des logiciels open source et il va programmer ses visualisations, ses simulations en utilisant R, Python, entre autres, des Matplotlib pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de logiciel. C'est très chronophage. Pour une simulation, ça peut prendre plusieurs heures. Au meilleur des cas, quelques minutes et parfois plusieurs heures, voire plusieurs jours. Tout va dépendre de votre capacité à programmer, de votre connaissance de l'écosystème open source. Et c'est une perte de temps parce que un chercheur veut se focaliser sur la donnée elle-même, exploiter les résultats, s'assurer que ces résultats sont fiables. Donc on va parler d'une IA qui est explicable. Donc Pierre a créé un logiciel qui fonctionne comme via une interface comme les LLM que vous voyez actuellement, comme du ChatGPT entre autres. Donc vous allez télécharger votre fichier de données. Vous avez aussi la possibilité d'indiquer une URL pour travailler avec des données en temps réel. Et notre plateforme va se charger de générer cette simulation ou de cette visualisation, peu importe la source de données, et ça va être fait en quelques secondes. Donc le gain de temps pour les utilisateurs, c'est une visualisation qui est générée en 30 secondes, voire 1 minute au plus long. Donc c'est un gain de temps qui peut aller jusqu'à 98%.
et on se focalise sur ces données. On peut personnaliser les visualisations. C'est très simple d'usage, donc c'est accessible pour tous. Et donc l'accessibilité, on le voit aujourd'hui avec les différentes IA. Il suffit de savoir lire et écrire pour utiliser une IA, avoir une idée de nos attentes. Et donc là, vous pouvez le voir sur le slide, on va être capable, donc nous, d'expliquer déjà les différents traitements qui ont été mis en place pour générer la visualisation. Donc c'est une IA explicable qui n'est pas un LLM, c'est une IA qui travaille par contrainte. Et donc on peut s'assurer de la fiabilité du résultat et on peut auditer ce résultat, ce qui est important pour les industriels aujourd'hui. Et on est capable de travailler avec des données médicales. Donc là, on voit un jumeau numérique. On peut travailler avec des données financières, des graphiques 3D, et tout ça de façon très simple, avec un retour, si je puis dire, un gain de temps, un retour sur investissement, et pas besoin d'aller se former sur des outils divers et variés, où les résultats souvent ne correspondent pas à nos attentes. Et là, Envel, justement, permet de contrer toutes justement ces contraintes, toutes ces contraintes. Donc aujourd'hui, on existe donc depuis fin 2024. On a plus de 400 utilisateurs sur notre plateforme à travers le monde. Beaucoup d'utilisateurs en Europe, en Inde, aux États-Unis. On est en levée de fonds. Donc on cherche à lever des fonds sur Q3 2026, donc de cette année. On est également accompagné par la BPI. On a déjà sécurisé une partie des fonds à lever. On est intéressé pour mettre en place des partenariats avec des industriels en France et à l'international, aussi bien pour avoir votre feedback, ce qui va nous permettre d'innover et d'améliorer la plateforme, et aussi nous accompagner par la suite. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Sébastien. Donc là, on passe à la start-up Zelinka, donc Cyril Reynard. Donc Zelinka, les travaux de recherche sont issus du laboratoire Ligue de l'UGA et qui a été accompagné par Floralis et Lixium. Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici devant vous pour vous présenter le projet Zelinka. Avant de vous expliquer ce que fait réellement Zelinka, je vais revenir un peu sur l'histoire parce que c'est né dans l'esprit des chercheurs du LIG, du laboratoire d'informatique de Grenoble, et du professeur Massi Reza Amini, qui a d'ailleurs fait un dernier bouquin l'année dernière sur les techniques avancées en deep learning et machine learning. Et c'était même avant l'arrivée des LLM, où la question qu'il se posait déjà avec ses équipes il y a à peu près 6 ans, c'était les IA aujourd'hui ont une problématique, c'est qu'elles ne savent pas poser des bonnes questions ou poser des questions. Vous voyez, le contexte était relativement simple. Alors tout ça, ça s'est accéléré en plus avec les LLM, parce que c'est encore plus vrai et encore plus important aujourd'hui avec l'arrivée des LLM. Et donc, il y a plus de 3 ans, il a été mis en incubation grâce à Lixium et l'UGA et le LIG. Et il a complété son équipe. Et donc, il y a 3 autres cofondateurs. On est 4 cofondateurs. Donc, il y a Massi, il y a Barré qui est ici présente, Farouk, qui viennent de l'UGA. Et on a créé la société. Et la société a été créée et immatriculée, pour tout vous dire, le 11 mai. Donc, ça y est, on est créé. On va commencer à pouvoir développer notre business. On a déjà signé un client avant la création. Et donc là, l'objectif, c'est de chercher d'autres clients. Et on lance la première version du produit qui sera accessible et utilisable, si vous souhaitez l'expérimenter, utiliser, dès fin juin en bêta et première release en septembre. Alors, Zelinka, comme je l'ai expliqué, et je ne l'ai pas encore expliqué d'ailleurs, c'est très simple, c'est de passer d'une IA qu'on appelle Answer First à une IA qui est Question First. Aujourd'hui, sur certaines problématiques où on a besoin d'expertise, sur des domaines spécialisés, on s'aperçoit que l'IA génère très rapidement des réponses avant d'avoir bien compris le contexte, la problématique, sans réellement savoir poser des questions, parce qu'elle a été optimisée pour générer du contenu et pas optimisée pour essayer de comprendre et de répondre. Donc le principe de Zelinka est né de ça, c'est de dire comment on va pouvoir rajouter ce qu'on appelle une layer d'intelligence de questionnement sur un modèle LLM, sur des agents conversationnels, sur des chatbots, pour leur apprendre et leur permettre de savoir poser des bonnes questions avant de générer du contenu. Alors, si vous regardez ça, il y a un impact qui est très fort. Déjà, on va réduire significativement les hallucinations, les erreurs. On va répondre beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus pertinente.
et on va avoir des allers-retours beaucoup moins importants avec les utilisateurs, donc une meilleure expérience utilisateur. Et un autre élément qui est quand même important aujourd'hui quand on en parle, c'est aussi la frugalité, le fait de moins consommer. Donc typiquement, le fait d'avoir moins d'allers-retours, de moins générer de contenu, on va être moins consommateur de ce qu'on appelle de token, l'énergie, on va dire, de l'IA. Donc l'objectif, c'est ça, et vous le voyez, ça va être une couche Zelinka qui va se plugger et qui va communiquer avec un LLM ou un agent IA. Alors, de quoi est basé Zelinka? On a déposé un brevet en avril 2025. C'est un moteur qu'on va configurer avec une base métier en termes de questions d'expertise sur un métier, sur un domaine. Donc, on va définir les questions souvent faites par un expert, souvent faites par un humain. On va pouvoir aussi en générer par rapport à un corpus. Et on va mettre tout ça dans Zelinka. Zelinka, lui, va gérer toute la partie quelles questions je dois choisir en fonction d'un contexte. Donc typiquement, le LLM ou l'agent va envoyer le contexte, l'historique de la discussion, et Zelinka, comme par magie, va aller trouver la bonne question suivante à poser et va renvoyer ça à l'utilisateur. Et une fois qu'il a bien compris le contexte et les informations, il renvoie l'ensemble des informations au LLM ou au chatbot qui va générer une réponse très pertinente et avec une compréhension totale du sujet. Donc je ne rentre pas en détail, mais c'est un petit peu tout ça. Donc dedans, vous imaginez bien, il y a de la sémantique, il y a du positionnement et de la recherche dans notre moteur. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir. Une bêta va être disponible à partir de juin et c'est des API. Donc vous pouvez intégrer ça dans n'importe quel environnement, dans votre stack, sous forme d'API. Et voilà, et avoir vos retours, améliorer le produit, parce qu'on va être en mode très agile. Donc le but, c'est d'améliorer au fil de l'eau le Zelinka. Donc un grand merci à tous. Merci Sébastien. On va passer à la start-up Inspire Studio. Donc Gabriel Fontaine et Yann Cellier. Donc c'est une start-up qui a été accompagnée par le programme Pépite Osée de l'UGA et aussi le programme de l'INRIA Startup Studio. Bonjour à tous. Alors effectivement, on a été accompagné depuis 3 ans par le programme Pépite, d'abord à Paris, puis à l'UGA depuis maintenant 2 ans. L'année dernière, on est aussi rentré à l'INRIA Startup Studio. On est sorti il y a 2 mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on est créé aussi depuis pas très longtemps, parce que ça fait aussi 2 mois qu'on est immatriculé et qu'on a pu commencer à rentrer aussi dans le vif de plusieurs sujets, notamment la sortie commerciale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle Inspire Studio, mais donc le produit qu'on développe, il s'appelle Saigon. C'est un logiciel pour la création d'environnements 3D. L'objectif, c'est d'adresser les industries culturelles et créatives, donc tout ce qui va être jeux vidéo, films d'animation, cinéma, et de permettre de créer un logiciel qui va accélérer, fluidifier et surtout mettre beaucoup moins de contraintes dans tout ce qui va être la création des environnements urbains, donc tout ce qui va être les villes, les bâtiments, etc., dans lesquels vont pouvoir évoluer les personnages dans un jeu vidéo, l'action dans un film ou un film d'animation. Donc la structure même du logiciel a été pensée pour pouvoir intégrer de l'IA au cœur. La manière dont on a envisagé le sujet, ce n'était pas de mettre de l'IA à tout prix dans le logiciel, mais c'était qu'on avait identifié que sur certaines problématiques, l'IA était la réponse la plus concrète et la plus efficace. Et donc on a commencé par faire un POC pour prouver que ce qu'on voulait faire était possible. Et donc l'approche qu'on a, c'est d'avoir des agents très dédiés à des tâches très spécifiques, ce qui nous permet d'avoir une multitude d'agents qui consomment très peu en termes d'énergie et donc qui peuvent tourner sur le logiciel en lui-même, donc en local. Et donc l'intérêt est d'avoir ces agents-là qui accompagnent les créateurs dans leur processus de création à toutes les étapes et qui sont spécialisés sur ces différentes tâches. Et donc tout ça va se baser sur la technologie qu'on a au cœur de notre logiciel qui permet de reconstruire les environnements 3D dans leur complexité en simplifiant la manière dont on enregistre les données. C'est-à-dire qu'on va décrire l'environnement avec beaucoup moins de données et donc l'IA va pouvoir manipuler ces données. Comme elles sont minimes, le logiciel se charge par la suite de reconstruire la partie 3D, ce qui simplifie grandement le processus et nous donne ce grand impact.
Donc effectivement, on en parle depuis le début, ça permet d'avoir une IA vraiment frugale, qui tourne en local et donc qui va être très peu consommatrice. On n'a aussi pas besoin d'avoir des gros serveurs parce que l'objectif est d'avoir vraiment des modèles qui soient spécialisés sur chaque aspect pour être expert d'une situation particulière et pas avoir besoin de charger un énorme bloc de contexte à chaque action demandée. Et l'objectif est plus d'automatiser, voilà, pour fluidifier les interactions. Et donc aujourd'hui, on a fait donc ce premier POC pour valider le fait que effectivement notre logiciel, notre technologie s'interfaçait bien avec des modèles d'IA et qui permettaient d'être fine-tunés pour pouvoir créer ces spécialistes. Et là, notre objectif est donc de se développer cette partie-là, notamment par du recrutement. On n'a pas forcément aujourd'hui toute l'expertise qu'il faut pour avancer sur tous ces sujets-là en parallèle sur l'IA. Donc on a la chance d'être aujourd'hui financé en partie aussi par la Fondation USMB sur d'autres plans techniques et avec effectivement la BPI, etc. Et donc c'est un peu nos enjeux du moment aujourd'hui. Merci beaucoup.